La France doit sortir de l'Union européenne. Oui. De cette Union européenne, qui n'est pas une Union européenne, qui est une dérive technocratique qu'on aurait dû éviter. On doit passer à une 6e République. C'est la mauvaise question, parce que la bonne question, c'est est-ce que la démocratie représentative est foutue? Et la réponse est oui. Donc, par quoi faut-il repenser la démocratie représentative? Par le souverain, c'est-à-dire que le souverain soit appelé à voter, surtout comme en Suisse. Et ça peut être fait dans le cadre de la Constitution de la 5e. On n'a pas besoin de changer, puisque le référendum est prévu. Ça voudrait dire qu'on ne vit pas en démocratie? Ça veut dire que ça fait 40 ans qu'on n'est plus en démocratie, c'est non. Depuis que, regardez, aujourd'hui, il y a même plus la moitié des Français qui vont voter. Pourquoi vous votez? Vous votez contre l'Europe, on vous l'impose quand même. Vous votez pour ceci, on fait pas attention. Vous votez aux élections législatives, on fait des combines d'état-major pour éviter que le parti qui a vraiment gagné soit au pouvoir. Donc ça fait 40-50 ans qu'on est gouverné par une démocratie non représentative. Et il ne représente rien d'autre si ce n'est les fonctionnaires qui la gèrent. S'il y avait une meilleure représentation, selon vous, il n'y aurait pas de dette? Ou elle serait moins grande? Je dis pas, c'est dans l'autre sens. Je dis, si on était une démocratie, il ne pourrait pas y avoir de dette, puisque vous ne pourriez pas imposer à des gens du futur de payer des impôts pour votre satisfaction d'aujourd'hui. Si vous voulez que l'État fasse 60% du PIB, des dépenses, eh bien, il faut que vous votiez des recettes à 60%. Là, ce que vous faites, c'est que vous votez des recettes à 40%, et que vous allez dire, mes petits-enfants paieront les 20% restants. C'est tout sauf démocratique. C'est un déni de démocratie totale, le déficit budgétaire. C'est ceux qui le votent, ils se votent des augmentations, et c'est leurs petits-enfants qui seront dans la misère. C'est exactement le contraire d'une démocratie. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Il faut jamais avoir peur. C'est complètement idiot d'avoir peur. Si vous avez peur, vous raisonnez de travers. Donc, il faut simplement dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas en démocratie. Il n'y a rien aujourd'hui qui est en démocratie. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Nous avons des déficits budgétaires monstrueux. Il n'y a aucun audit des dépenses de l'État. Personne ne sait où passe le pognon. Je veux dire, mais c'est extraordinaire. On ne sait rien. Et la presse ne fait pas son boulot. La presse, c'est des derniers à être au courant, apparemment. Ce que me disait un de mes amis récemment, c'est il y a deux sortes de journalistes en France. Ceux qui sont honnêtes et ceux qui ont un boulot. C'est difficile d'être journaliste aujourd'hui? Dans la presse officielle, oui, c'est abominable. Est-ce qu'un jour on va rembourser la dette? Est-ce que c'est grave justement d'avoir cette dette-là? Non, mais attendez une seconde. Il faut avoir peur si vos revenus dépendent de l'État. Si vous êtes un fonctionnaire payé par l'État à faire un boulot que 3 autres personnes font déjà dans la ville dans laquelle vous êtes, il est probable que quand on va se retrouver dans une situation similaire à l'Argentine, il y en a plus qu'un sur 4 qui sera payé. Ça va arriver, selon vous? On va se retrouver dans une C'est situation inévitable, c'est inévitable, puisque si vous empruntez à 3%, et que vous investissez à 0, au bout d'un certain temps, l'exponentiel à 3% croît beaucoup plus vite que l'exponentiel à 0, et vous sautez. Même si on est dans l'Union européenne et que l'Union européenne... Mais qu'est-ce qu'elle va faire l'Union européenne? Elle va continuer à nous payer pour qu'on paye des gens à rien foutre. L'Allemagne, aujourd'hui, est dans une récession profonde, et elle est en train d'essayer de s'en sortir en réorganisant son appareil de production et en devenant de plus en plus vertueux. Si la France devient de plus en plus vertueuse et que nous, on est gouverné par les crétins à l'Assemblée, vous pouvez pas rester dans le même taux de change. Déjà, l'industrie ne fait plus que 8 à 9% du PIB. Elle tombera à 0. Vous êtes un entrepreneur, vous gagnez 100 000 euros. Le fonctionnaire, il est certain de gagner 100 000 euros jusqu'à la fin de ses temps, même probablement 2 ou 3 fois, s'il peut avoir 14 retraites, comme l'avait eu le type qui s'est occupé des retraites, là, c'est de l'État, il gagne beaucoup plus que ça. Monsieur Hollande à peu près 350 000 euros par mois de retraite. 350 000 euros par mois? De retraite, avec toutes les retraites qu'il a accumulées. Pareil pour Jospin, pareil pour Juppé, pareil, le conseil général, tout ça. Donc, vous prenez ce gars-là, mettons qu'il ait 100 000 euros de retraite, ce qui serait très bien pour une année. Moi, en tant que chef d'entreprise, si je veux avoir 100 000 euros par an, il faut que j'ai un capital qui m'assure ça, qui soit indexé sur l'inflation. Il faut que j'ai un capital de moins 20 millions. Sinon, je peux pas le faire. Donc, tous ces gars-là se font des retraites en or, et qui les paye? C'est moi. Avec les impôts que vous payez? Ou la dette. Comment Ou la dette qu'ils empruntent pour payer leur retraite. Bien dans la BD, vous savez, en comptabilité, quand vous avez une dette, vous avez un actif. Si vous êtes un ménage, vous avez une dette parfois, mais vous avez aussi des appartements. Dans le cas de la France, le patrimoine couvre la dette publique. C'est-à-dire que les générations futures
hérite d'un patrimoine et pas d'une dette. C'est comme si vous aviez une dette de 500 000 euros et un patrimoine de 600 000 euros. Dans ce cas-là, vous héritez de 100 000 euros. Donc, c'est important de dire que... C'est un homme de gauche, il comprend rien à l'économie, vous pouvez couper. Vous pouvez couper, on peut pas dire des bêtises grosses comme ça. Il y a une légère différence. C'est que la dette, c'est pas la dette de la France, c'est la dette de l'État français. Et le patrimoine, il n'est pas à l'État français, il est aux particuliers français. Donc ce monsieur est en train de nous dire, tranquillement, que le droit de propriété, ça n'existe pas. Et donc il dit une connerie grosse comme lui, parce que sans droit de propriété, vous n'avez pas de croissance économique. Oui, mais le château de Versailles, par exemple, c'est un patrimoine français Oui, qui mais appartient à l'État français. Qui c'est qui va l'acheter? On va pas le démonter pour l'amener aux États-Unis. La Tour Eiffel. Et puis en plus, on a fait des calculs sur la valeur du patrimoine français. Et le patrimoine public, compte tenu de la dette publique, est à moins 400, moins 500 milliards, facile. Donc ce monsieur dit n'importe quoi. Il comprend pas la comptabilité en partie double, et il comprend pas la notion de droit de propriété. Et il se dit économiste. Or, il n'y a jamais eu de croissance économique dans un pays s'il n'y a pas le droit de propriété. Pourquoi je me défoncerais pour laisser un État qui me vendrait les immeubles que j'ai achetés parce que j'ai bossé comme un fou, pour le donner pour transférer du pognon à des gens qui bossent pas. C'est même pas envisageable. L'économie, c'est la création de valeur. À partir d'aujourd'hui, dans le budget aujourd'hui, les dettes qu'on crée ne créent aucune valeur. Il n'y a pas de valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée, c'est créée par le secteur privé. Et la question que je pose toujours, c'est très bien. Vous avez embauché, j'ai fait des travaux savants, je pourrais vous les envoyer si ça vous amuse. Avec plaisir. Donc je montre que chaque fois que vous embauchez un fonctionnaire, le poids de l'État dans l'économie augmente, puisque vous avez embauché un fonctionnaire. Hein. Et quand vous avez embauché un fonctionnaire, ça met trois personnes au chômage. Parce que les gens que vous payez ici, ils sont payés par le secteur privé, du coup ils ne peuvent pas embaucher les gens. C'est-à-dire que vous avez une relation complètement parfaite entre le poids de l'État dans l'économie. S'il augmente, un an plus tard, le chômage augmente. Si le poids de l'État baisse dans l'économie, un an plus tard, le chômage baisse. Donc, si vous voulez cette idée que le poids de l'État dans l'économie n'a aucune importance, c'est complètement crétin. Mais vous m'avez fait couper la vidéo, mais juste après, il parle du fait que les gens investissent quand même davantage en France parce qu'on fait confiance à la dette française par rapport à une dette qui serait dans un pays africain. Je veux bien, mais le jour où les gens faisaient confiance à la dette anglaise, qui était le gilt, c'était la monnaie de réserve du monde, c'était la dette anglaise, et ça, c'était en 1935. Et en 1975, 40 ans après, le FMI était à Londres. C'est-à-dire, le FMI le FMI était à Londres pour dire à l'État britannique comment il devait gérer. Donc, si vous voulez, l'année prochaine, il va falloir trouver entre 350 et 400 milliards d'euros sur les marchés. Comment on fait? Là, je sais pas quel est l'imbécile qui va nous prêter. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, on est incapable de rembourser. Vous faites tourner n'importe quel tableau Excel, et vous vous rendez compte qu'on ne remboursera jamais. Ça va passer à 400, puis à 500, puis à 600. Et la question, c'est ce que disait Oscar Wilde. Il disait, quand on lui demandait comment il s'était ruiné, il avait dit lentement au début, très vite à la fin. Ça fait 40 ans que les gens tirent des traites sur l'économie française pour acheter des voies de la paix sociale. Ils ont acheté aucune paix sociale, d'ailleurs, ça marche pas du tout. Et aujourd'hui, on arrive au moment où l'étranger va refuser de financer notre dette. Et à ce moment-là, le pouvoir d'achat des Français, c'est très simple. C'est ce qui crée la création de valeur, plus que l'État emprunte pour eux, les transferts. Et le jour où on pourra plus emprunter, notre niveau de vie va baisser, celui-là va passer à 0, et on va se retrouver avec un niveau de vie qui va baisser de 20%. Mais est-ce que ça arrivera vraiment, le fait que on ne pourra plus emprunter, que l'État français ne pourra plus emprunter? C'est arrivé à la Grèce, c'est arrivé à Chypre, c'est arrivé à l'Argentine, c'est arrivé au Zaïre, c'est arrivé au Venezuela, c'est arrivé, et chaque fois que c'est arrivé à Cuba, c'est arrivé au Liban. Aucune ne sont des grandes puissances. Et l'Angleterre, c'était pas une grande puissance? Si, par exemple. Elle a sauté en 77, c'est pour ça qu'ils ont élu Madame Thatcher après, à cause des crétins qui disaient que la dette n'avait pas d'importance. Si vous voulez, la dette, c'est que de l'impôt différé. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous empruntez et que vous laissez la charge de l'emprunt au suivant, en partant du principe que les actifs qui ont été créés dans l'intervalle seront plus élevés que la dette. Et qu'est-ce qui se passe si les actifs baissent? Ils volent la tire et ils s'en félicitent. Ils appellent ça la justice sociale. Et les gens deviennent de plus en plus pauvres. Parce qu'il y a de moins en moins de valeur qui est créée, parce que tous les gars qui sont capables de créer la valeur s'en vont. Moi, j'ai vécu 10 ans à Hong Kong. Quand j'étais à Hong Kong, il y avait 5000 Français. C'est bien. Aujourd'hui, il y a eu le changement de régime, etc. Et à Hong Kong, il y a 20 000 Français, tous chefs d'entreprise. Ils sont pas en France.
Vous allez en Floride, il y a que des Gaulois. Vous allez à Londres, toute la City, dans tous les marchés obligataires, il y a que des Gaulois. Vous allez en Californie, il y a que des Gaulois. Vous allez à Hong Kong, il y a que des Gaulois. Vous allez en Thaïlande, vous trouvez que ça. On est en train de perdre tous les gars qui sont capables de créer de la valeur. Ils sont bons. Pourquoi? Parce que vous gagnez pas. On ne paye pas assez en France? C'est pas qu'on paye pas assez, c'est que le risque n'est pas récompensé. Vous prenez un risque essentiel quand vous êtes un entrepreneur. Vous risquez de sauter. À tout moment. Vous avez aucune garantie sociale. Il n'y a pas d'assurance chômage pour les entrepreneurs. Et quand vous regardez ce qui se passe en France, c'est pas difficile. Si vous gagnez 100 en tant qu'entrepreneur, vous avez du pot si vous en reste 40. Les Français sont devenus un peuple sinistre, triste, qui a peur de tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus subventionnés. À partir du moment où vous êtes subventionné, vous ne pouvez pas dire non à celui qui vous subventionne. Il l'était pas dans les années 80. Pas du tout. Quand De Gaulle était au pouvoir, l'État faisait 30% du PIB, et la Suisse était à 30% du PIB aussi. Aujourd'hui, la Suisse est où? À 30% du PIB. Ils sont riches comme des pluies. Il y a plein d'emplois, il n'y a pas de problème. Et nous, on est à 60. Et notre niveau de vie est la moitié de celui qu'il était des Suisses, alors qu'il était plus élevé en 1960. Donc, quand est-ce que les Français vont admettre que recevoir des subventions, c'est déshonorant pour celui qui le reçoit et pour celui qui la donne. C'est déshonorant dans les deux cas de figure. C'est honteux. Est-ce que l'argent gouverne tout aujourd'hui? Est-ce que c'est... Vous rigolez, il gouverne un certain nombre de trucs. Mais ça, c'est encore un truc qui ne veut rien dire, parce que l'argent gouverne tout. Si vous en avez pas, oui. Mais moi, dès le départ dans ma vie, j'ai eu qu'une idée, c'était de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir dire à ceux avec qui je travaillais, le cas échéant, fuck you. C'est-à-dire d'atteindre ce que j'appelais le fuck you money. C'est-à-dire que le but dans la vie, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour dire aux politiciens de base qui vous disent si tu ouvres ta gueule, t'auras pas ta subvention. Je lui dis j'en ai rien à foutre de votre subvention, je suis libre, j'ai du fric à moi, je suis libre, je vous emmerde. Et il n'y a pas d'autre façon d'être libre. L'argent, c'est de la liberté frappée. Donc il n'y a pas assez d'argent gagné. Il y a beaucoup trop d'argent distribué, mais il n'y a pas assez d'argent gagné. Parce que l'argent gagné, c'est la clé de la liberté. Mais tout le monde ne peut pas gagner suffisamment d'argent pour être libre, si? Il suffit qu'il y a déjà 30 ou 40% des gens importants qui gagnent suffisamment pour pouvoir dire merde, pour que les entreprises existent, pour qu'elles disent non. Je vous donne un exemple. Quand la Suède a fait faillite en 92, dont plus personne n'existe, ne se souvient. C'était un pays aussi qui avait eu le bonheur d'avoir des administrations socialistes complètement débridées pendant un certain nombre d'années. Donc la Suède fait faillite en 92. J'étais dans le bureau d'ailleurs du banquier central. Ce jour-là, c'était très gai. Il y a eu une tentative, si j'ose dire, un peu à l'achevènement, de dire on va aller vers plus de socialisme, parce que la raison pour laquelle la Suède fait faillite, c'est qu'on n'a pas fait assez de socialisme. Vous savez, c'est la thèse de l'extrême gauche que Mitterrand en 1983 a trahi. C'est la question que j'allais poser après, est-ce qu'on n'est pas dans une ère trop libérale, justement, qui cause... Vous rigolez, à 65% du PIB, l'État est trop libéral. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il n'y a pas assez de contrôle sur les flux d'argent? Est-ce que l'argent ne gouverne pas tout? C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que c'est pas, on enlève un peu l'État de plus en plus et c'est l'argent qui décide si on a le droit? L'État, on l'enlève de plus en plus? Mais vous avez vu ça, vous vivez dans quel pays? Quand j'étais jeune, il y avait par exemple, des hôpitaux. Il y avait un économe, et puis c'était tout, qui s'occupait de l'économie. Et aujourd'hui, vous avez 40% des hôpitaux qui sont contrôlés par l'État. Ah oui, avec des fonctionnaires qui servent à rien. Ah, mais contrôle! Oui, mais il y a moins d'investissement dans les hôpitaux ou dans les services publics, de manière générale, aujourd'hui. Vous rigolez? Ces 40%, ils servent à rien. Puisque ça, autrefois, l'hôpital s'était géré par le type de la CGT locale, par le grand patron médecin local, et par le député maire. Et ça marchait très bien. On avait le meilleur système hospitalier du monde. Et maintenant, depuis les réformes Juppé, un autre considérable crétin qui était inspecteur des finances, comme la plupart d'entre eux d'ailleurs, depuis la réforme Juppé, il y a 40% du personnel qui travaille à rien qu'à remplir des papiers et qui les envoie à Paris. Et ils voient jamais un malade. Aujourd'hui, vous avez 12 ou 15% du personnel de l'éducation nationale qui voit jamais un élève. Et vous trouvez qu'on est trop libéral? Vous devriez aller un petit peu à l'étranger, hein, pour voir ce que c'est un pays libéral. Allez à Hong Kong. Tout marche. Les hôpitaux, l'école, les universités. Maintenant, dans leurs universités, ils ont des 20 meilleures universités du monde. Et on paye 17% d'impôts. Et tout marche. Il y a pas... Pourquoi, à votre avis?
Pourquoi tous les pays de l'Est, comme par exemple la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, disent on veut pas de votre connerie à Bruxelles, on a déjà donné. Pour vous, là, aujourd'hui, l'Union européenne, ça ressemble à Mais c'est l'URSS. En quoi? C'est-à-dire que les décisions sont prises de plus en plus haut par de moins en moins de gens et qui les imposent aux gens en dessous. C'est-à-dire que vous avez ce que dit Raoul, qui est assez malin, il dit, vous pouvez organiser les sociétés de deux façons. Soit une société fondée sur l'obéissance, soit une société fondée sur la compétence. Et les sociétés fondées sur l'obéissance veulent toujours détruire les sociétés fondées sur la compétence parce que ça les fait chier. Parce qu'ils aiment avoir des gens obéissants, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, si vous voulez, toute notre administration qui a cru est fondée sur l'obéissance et détruit les sociétés de compétences. Ils ont détruit l'école, ils ont détruit l'université, ils ont détruit notre système économique, ils ont détruit EDF, ils ont détruit parce qu'ils ne supportent pas la liberté. Mais quel intérêt pour eux? D'être les chefs, de distribuer les tickets de rationnement. Dans une société de pauvreté, celui qui distribue les tickets de rationnement, le fonctionnaire, est le sommet du panier. C'est lui qui a toutes les femmes. Ça serait quoi la société idéale pour vous? Qu'est-ce qui fait un pays, la Suisse? La Suisse, ils votent sur tout. Vous connaissez le nom d'un politicien suisse, vous? Je connais pas suffisamment la politique suisse, mais je suis pas sûr que les Suisses eux-mêmes connaissent le nom. Mais bien sûr que non. Écoutez, ils ont la monnaie la plus forte du monde, le niveau de vie le plus élevé du monde, aucune ressource naturelle, le plein emploi, le SMIC en Suisse, je crois, est à 4 500 € aujourd'hui, contre 1500 à nous, alors qu'ils étaient plus bas il y a 50 ans. Et c'est peut-être parce que vous connaissez pas le nom d'un seul politicien que la Suisse marche. C'est parce qu'il vote sur tout. Le souverain s'exprime sur tout, le peuple. Par exemple, vous aviez le Tchador qui a été voté en Suisse, là. Ils ont fait une votation, comme ils disent. 57% des Suisses, ils se sont dit non, on veut pas de Tchador dans les villes. Ils disent d'ailleurs nulle part. Fin de la discussion. Le souverain a parlé. Le peuple suisse a dit on veut pas de Tchador chez nous. Et donc, les juges ont rien à dire. Les politiques ont rien à dire. Les églises ont rien à dire. Pas de Tchador, ça a été décidé par le souverain. Donc, dès le moment où c'est décidé par le souverain, la justice, par exemple, qui en France est grotesque, n'a plus rien à dire. C'est le souverain qui a décidé. Par exemple, on devrait faire toute affaire cessante, on devrait faire un référendum sur l'immigration.